Et si on devait même parler de violence, des deux, que ce soit Fugu et Lydia n'était donc pas celle qui l'a frappé en premier dans l'incident, dans l'appartement où elle s'est mise à faire un V1 avec la vitre, n'était donc pas celle-là qui a lancé les hostilités, qui a été la première à le frapper. Je trouve ça lunaire. En fait, je trouve ça lunaire qu'elles ont rédigé ça et elles ont accepté de le publier. Elles essayent vraiment de minimiser l'argument central que Fugu a mis en avant et de dire que c'est Fugu qui essaie de détourner l'attention. Attends, mais des deux, de Fugu et Lydia, qui est en train de détourner l'attention? Non, dites-moi, avec ce communiqué, vraiment, dites-moi qui est en train de détourner l'attention. Et Lydia a enfin répondu. Il était temps. Ça faisait quand même 3 jours de silence depuis la vidéo de Fugu. J'imagine qu'elle préparait soigneusement la contre-attaque. Bon, on va savoir. Le communiqué est tombé en fin d'après-midi et il a été partagé visiblement par son avocate. La publication a été faite sur le compte de l'avocate et par la suite a été republiée par le compte de Lydia. Et donc, j'imagine que comme le président poste, celui-ci sera encore vu par la France entière et même plus. Et il va probablement faire des millions de vues. En tout cas, à l'instant où je vous parle, le tweet a déjà traversé 5 millions de vues depuis la publication, donc ça a déjà probablement beaucoup fait parler. Alors à l'ordre du jour, on va d'abord commencer par lire sa réponse, donc le communiqué, qui est, je vous promets, très rocambolesque, et par la suite, je vais donner mon avis, parce que croyez-moi, il y a énormément à dire sur ce bout de communiqué, et on va terminer en repassant sur les arguments et les preuves que Fugu a laissés dans son document qu'il a mis en commentaire épinglé sous sa vidéo. Donc commençons. À peine 48 heures après la plainte pour violence conjugale que nous avons déposée au nom de Lydia, une vidéo publique contenant les aveux de son ex-compagnon est venue confirmer les violences physiques et psychologiques dénoncées. De tels aveux rendus publics sont à notre connaissance inédits depuis le début de la vague #MeToo. Il rappelle combien la banalisation des violences conjugales demeure ancrée lorsqu'un auteur reconnaît des claques, des insultes, tout en affirmant que cela arrive à tout le monde et en inventant le concept de violence situationnelle. Inventé, wow, ok, bref. Ces propos sont inacceptables. Ils participent d'une culture de justification des violences que la loi punit et que la société ne peut plus tolérer. En réponse à la plainte de Lydia, son ancien conjoint croit pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en la présentant comme jalouse et manipulatrice. En créant cette image de celle qu'il qualifie désormais de démon, il tente de détourner l'attention de ce qui lui est reproché, les violences physiques et psychologiques qu'il reconnaît. Décrédibiliser une victime par la diffusion d'extraits tronqués de conversations privées et d'enregistrements clandestins sert à ajouter l'humiliation publique et le harcèlement en ligne à la violence. Nous déposons ce jour au parquet de Créteil une copie de la vidéo diffusée par l'intéressé qui contient donc ses propres aveux pour qu'elle soit versée à la plainte. Par ailleurs, depuis la publication de cette vidéo, Lydia et sa famille sont la cible de messages de menaces, haine et de cyberharcèlement d'une ampleur inouïe. Ils donneront lieu à un dépôt de plainte systématique. La violence n'a pas sa place ni dans les relations de couple ni en ligne. Nous appelons chacun à la responsabilité. Relayer, commenter, moquer ou discréditer une victime, c'est contribuer à sa mise en danger. Alors, avant d'aller de long en large, je trouve ça dommage que c'est cette stratégie qu'ils ont décidé d'adopter. Parce que entre tentatives de manipulation de l'opinion publique, omission de détails pourtant très importants et sélection de points sur lesquels rebondir, on va rapidement souligner les points problématiques de ce communiqué. Croyez-moi, il y a beaucoup de bavardage, mais rien de très pertinent, vous m'excuserez. Pour résumer, les avocates Louise Bouchin et Valentine Rébériou, j'espère, soulignent ou du moins dénoncent la banalisation des violences conjugales que l'auteur donc Fugu en question justifie ou minimise la gravité. Elle l'accuse de chercher à relativiser la situation, donc ses actes, histoire de, je ne sais pas, alimenter la culture de la violence, d'après ce qu'elles ont dit. Elle l'accuse de se déresponsabiliser lorsqu'il mentionne la jalousie et le chantage émotionnel de Lydia comme preuve situationnelle et que c'est une vaine tentative de détourner l'attention pour retourner l'opinion publique. Et qu'en prime, il a choisi de diffuser des extraits privés qu'elle qualifie de tronqués pour la décrédibiliser publiquement, ce qui au passage a déclenché une vague de harcèlement. Ok, c'est légendaire, bref. Un point aussi que je voulais absolument, mais alors absolument souligner, désolée de vous le dire, mais c'est juste la lâcheté avec laquelle elles ont fait ce post. L'avocate a publié, mais elle a désactivé les commentaires sous la publication. Je me demande bien pourquoi. Hein, pourquoi? De quoi ont-elles peur? De quoi ont-elles peur? Pourquoi désactiver les commentaires sous la publication? Il faut laisser l'opinion publique s'exprimer ou alors vous réconforter, peu importe, laissez les gens parler. Vous faites des communiqués et vous ne voulez pas qu'on vous réponde? Non mais, et la liberté d'expression donc. Bref, et si on décortiquait tout ça? Elle dit, lors du premier paragraphe, à peine 48 heures après la plainte, déposée au nom de Lydia, une vidéo publique contenant les aveux de son compagnon est venue confirmer les violences physiques et psychologiques dénoncées. Ok. Déjà, rien que le premier paragraphe donne le ton.
aucune remise en question, aucun rien du tout. De toute façon, on a l'habitude. On sait comment les avocats fonctionnent. C'est à celui qui fera le plus de vagues et de cinéma qui réussira à mettre l'audience dans sa poche. C'est ça en fait le jeu. D'après ce qu'elle dit, donc d'après vraiment le tout premier paragraphe, hein, c'est qu'on a l'impression que la vidéo de Fugu n'était là que pour faire des aveux par rapport aux accusations dont il fait l'objet. Genre, c'était juste pour confirmer qu'il est coupable de ce qu'on l'accuse. Genre, c'était tout ça l'objet de la vidéo. Waouh, ok. Ensuite, on voit là dans le deuxième paragraphe qu'elle dit que la vidéo de Fugu en fait est inédite depuis le début de la vague du mouvement MeToo. Et moi, je trouve que c'est très bien. Il faut que les présumés coupables se défendent. Et donc, elle insiste que cette vidéo n'a pour seul but que de banaliser les violences conjugales en inventant en fait le concept de violence situationnelle. Bon, je ne sais pas si elle a vraiment vu la vidéo en entier ou alors c'est juste le cinéma, mais Fugu a clairement dit que sa vidéo n'avait pas pour but de se dédouaner. Il a joué la carte de la transparence. Il a reconnu ce pourquoi il pense qu'on l'accuse, mais il précise que l'emballage dans lequel viendraient ces accusations est juste truffé de fausses accusations également. Il est pourtant prêt à reconnaître ses torts, ce qui est louable, mais hors des questions en fait de porter le chapeau pour ce qu'il n'a pas fait, surtout par rapport à toutes les extrapolations, surtout quand on a clairement entendu qu'elle a trafiqué la vérité au sujet de la fameuse violence conjugale, et on sent comment ces femmes se sont accrochées, donc les avocates et même Lydia probablement, se sont accrochées sur les maigres aveux qu'il a fait pour orienter leurs réponses. Et si on devait même parler de violence, des deux, que ce soit Fugu et Lydia n'était donc pas celle qui l'a frappé en premier dans l'incident, dans l'appartement où elle s'est mise à faire un 1v1 avec la vitre, n'était donc pas celle-là qui a lancé les hostilités, qui a été la première à le frapper. Pourquoi est-ce qu'elle ne souligne pas ça? Je suis désolée, mais venant d'avocate, je trouve que c'est de la malhonnêteté intellectuelle de ne pas souligner ça. Ça, c'est en fait prendre les gens pour des chèvres, genre comme si nous, on n'a pas vu la vidéo, quoi. Bref, continuons. Dans le quatrième paragraphe, elles disent que, apparemment, le fait qu'il ait fait ces vidéos servirait à s'exonérer de sa responsabilité en présentant, en fait, Lydia comme la jalouse compulsive, la manipulatrice compulsive, et en créant donc le verbe créer carrément. En créant cette image de celle qu'il qualifie désormais de démon, il tente de détourner l'attention de ce qui lui est reproché. Je trouve ça lunaire. En fait, je trouve ça lunaire qu'elles ont rédigé ça et elles ont accepté de le publier. Elles essayent vraiment de minimiser l'argument central que Fugu a mis en avant par rapport à la toxicité d'Lydia, toutes les manipulations et les chantages émotionnels. Elles sont en train de minimiser ça et de dire que c'est Fugu qui essaie de détourner l'attention. Attends, mais des deux, de Fugu et Lydia, qui est en train de détourner l'attention? Non, dites-moi, avec ce communiqué vraiment, dites-moi qui est en train de détourner l'attention. Fugu a avoué ses torts. Si Lydia, après sa vidéo, avait fait de même, j'aurais pu accorder, je sais pas, du crédit à cette déclaration. Du moins, c'est la déclaration de ses avocates. Mais elle continue avec les pirouettes en mode esquive la boule de feu. C'est juste une folie de faire ça. En fait, tu m'étonnes qu'elles ont choisi de désactiver les commentaires sous la publication parce que ça les a sauvées de la vague de remontage de bretelles qu'elles allaient se prendre après ce post. C'est terrible. Maintenant, dans le paragraphe suivant, elle parle de capture de conversation tronquée. Aïe, 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 MDR. MDR. Lui, au moins, il a fourni les preuves de quelque chose. La connaissance, si elle et Lydia avaient eu des preuves, des fameux abus et violences subis, je pense qu'elle n'aurait pas vraiment hésité à les présenter au grand public. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Ça aurait été vraiment le clou du spectacle. Un peu comme Mel Pops qui n'avait pas hésité à montrer tous les bleus et toutes les blessures. On connaît comment elles sont, comment elles fonctionnent. Elle n'aurait pas hésité à présenter les fameuses preuves. Donc, si jusqu'à présent, aucune photo n'est sortie, aucun quoi que ce soit n'est sorti, je suis désolée, mais je ne peux pas prendre ça comme une stratégie ou alors comme une préservation de quelconque intimité. Depuis le début, c'est elle qui a lancé les hostilités. C'est elle qui a mis en fait leur intimité devant le monde entier. Donc, elle ne peut pas dire que là maintenant, c'est une stratégie pour protéger quoi que ce soit. Donc, selon moi, elles ne peuvent pas diaboliser la tentative de Fugu de s'innocenter quand on a l'impression de par leur première déclaration qu'elles n'ont pas vraiment les preuves de ce de quoi elles veulent l'accuser. Et encore une fois de plus, big up à lui d'avoir réagi. Il se serait fait enterrer vivant s'il n'avait pas en fait répliqué. Et la partie qui me termine, c'est qu'à la fin du communiqué, elle dit que la vidéo de Fugu a alimenté une vague de harcèlement et cyberharcèlement envers Lydia et sa famille. Ok, Et Lydia, au départ, a-t-elle pensé au harcèlement qu'allait subir Fugu et son entourage et sa famille lorsqu'elle a non seulement commencé à répandre des rumeurs sur lui et ensuite juste après avec le communiqué explosif qu'elle a publié? A-t-elle une seule seconde pensé à ça? C'est elle, comme je l'ai dit, qui a lancé les hostilités. C'est elle qui a choisi de rendre leurs problèmes relationnels publics après avoir pourtant supplié Fugu de ne pas la clasher en fait sur les réseaux par rapport à son comportement hystérique, si on peut le dire. C'est elle qui a fait le choix de créer ce remue-ménage. Un remue-ménage aux conséquences catastrophiques pour Fugu si ce qu'elle a fomenté se concrétise. Et vraiment, moi, ce qui me dépasse dans l'histoire, c'est la minimisation des éléments que Fugu a soulignés dans son document. Je ne comprends pas, je sais pas. En plus de la vidéo, elles auraient vraiment dû télécharger le document qu'il a mis
en commentaire épinglé pour s'assurer que absolument tout ce qu'il racontait était vrai et pertinent. Dans tous les cas, comme promis, on va revenir sur ce document. Il faudrait que vous sachiez que ce qu'il a partagé dans la vidéo, il y a encore énormément qu'il n'a pas partagé. Et donc, en fonction des points que ses avocates ont minimisés, on va davantage les souligner avec des extraits et des captures d'écran qu'il a partagés. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis entrée en possession du document où Fugu expose toutes les preuves. En fait, parce que dans la vidéo, j'imagine que vous n'avez pas eu le temps vraiment de mettre pause et de lire toutes les captures. Et dans ce document qu'il a partagé, en fait, il n'y a pas que les preuves qu'il a mis tout au long de la vidéo. Il a mis d'autres preuves encore, bien plus explicites de tout ce qu'il explique. Parce qu'en fait, il voulait s'assurer de ne pas se retrouver coincé ou alors bouche bée lorsque les fameux faits ou les fameuses accusations lui tomberont dessus. On entre donc dans la marmaille de tous les éléments que les avocates ont carrément ignorés pour souligner ou alors insister sur les détails qui les arrangeaient. Donc on constate ici que les rumeurs se sont lancées depuis le mois d'août. C'est là où les rumeurs où on disait de lui qu'il tabassait des femmes, genre au pluriel, ont commencé à circuler. Il y a donc Fatih qui fait ce post, arrêtez d'idolâtrer vos streamers. Un jour même les plus petits et mignons, quand vous allez entendre la vérité, vous allez être choqués 100 fois pire que la Corée. Il n'y aura pas plus par respect, chaque chose en son temps. Salam. Et le gars qui retweet dit salam. Faut le dire que c'est Fugu, le frappeur de femmes. Faut en parler, c'est très grave. Et un autre screen où on voit M8 Thibault qui dit qu'il y a des preuves apparemment qui circulent comme quoi Fugu serait un frappeur de meufs, etc. Et qu'il est en train d'essayer de collecter des informations chez ceux qui sont en train de répandre en fait la nouvelle. Et donc, suite aux rumeurs qui ont commencé à se répandre, nous ne voulons pas croire que les rumeurs viennent de Elidia. Fugu pensait d'abord que les fameuses rumeurs avaient été répandues par sa précédente ex qu'il avait nommée M dans la vidéo. Et voici donc les captures d'écran de la conversation entre l'ami de Fugu et son ex M. Elle m'a avoué avoir fouillé dans ses conversations privées avec sa mère et ses ex-copines. Donc c'est M qui dit ça à l'ami de Fugu. Dans mes souvenirs, elle me dit de ne pas avoir lu la mienne. J'ai trouvé ça très bizarre parce qu'à l'époque, elle regardait mes stories avec ses copines et elle m'a dit qu'elle me stalkait sur TikTok. Bizarre. L'ami dit donc, est-ce qu'elle t'a dit qu'il l'avait tabassé comme les accusations sur Twitter ou bien elle a parlé d'une claque? Non, elle dit bien qu'il la tabasse. Ensuite, pendant le vocal, elle m'a demandé si Stéphanie me détestait parce que c'était son cas pour elle, alors qu'elle allait la voir à l'hôpital ou des trucs comme ça. Et elle m'a demandé si tu m'avais tapé aussi ou si tu avais été violent physiquement avec moi. Et toujours donc dans sa quête d'infos, Fugu recontacte son ami en commun, du moins l'ami qu'il a en commun avec son ex, pour que ce dernier lui incite un peu un petit plan pour essayer d'extirper davantage d'informations. Étant donné que dans la première conversation, c'était juste des captures. Du coup, il lui suggère de relancer une nouvelle conversation dans laquelle il va l'enregistrer en audio, maintenant pour avoir plus de preuves tangibles de ce qu'ils se préparent ou ce qu'ils se sont dit par rapport aux futures rumeurs, en tout cas, ou aux rumeurs qu'ils font déjà circuler concernant Fugu. Il s'est dit qu'il avait besoin d'entendre Elidia le lui dire pour être certain que les rumeurs viennent bien d'elle. Il a donc proposé à son ami en commun d'enregistrer Elidia en allant dans son sens pour l'entendre répéter donc tous les mensonges qu'elle lui a dit durant le premier appel. Et là, on arrive donc aux contradictions suivantes où, dans la vidéo, ou du moins dans la plainte qu'elle soumet au commissariat, elle dit qu'il y avait une espèce de jalousie maladive venant de la part de Fugu par rapport à ses statistiques, en général, qu'il était jaloux de son progrès, de son succès sur les réseaux en général. Sauf que dans le document qu'il a fourni, on montre plusieurs captures où c'est Elidia qui ne cesse de revenir sur le fait qu'elle déprime, qu'elle est colérique, qu'elle est anxieuse, qu'elle ne se sent pas bien, en fait qu'elle se sent mal en général, d'être celle-là qui est toujours en deuxième position, tandis que Fugu, lui, il excelle en fait dans ce qu'il fait. Et là, on a cette première capture de la conversation entre Célia et Fugu notamment, où elle lui dit « Mais tu m'as dit que t'as dû... » Mais il faut écrire français, les gars. « Mais tu m'as dit que t'as dû t'expliquer à tout le monde alors que j'en ai parlé que à Irem. » Et Fugu donc de lui répondre, dès le début quand tu pleurais parce que j'avais 2000 viewers de moins que moi, t'avais 2000 viewers de moins que moi pour le coup, j'ai dû tout faire pour te faire remonter quand ça allait pas. Une autre capture de Elidia qui discute encore avec le pote de Fugu, Baboui, où il lui dit « Si tu fais pas de stats, tu vas croire que tu n'es pas à la hauteur et tu vas déprimer. » Et elle lui dit « Oui. » Et quand je vois que Max, donc Max ici c'est le vrai prénom de Fugu, Maxime, et quand je vois que Max en ce moment fait beaucoup plus que moi, je me sens dévalorisée, je sais pas expliquer.
Après, c'est bizarre parce que d'un côté, je suis contente pour lui, comme c'est ce qu'il a toujours voulu. Mais j'ai quand même cette partie de moi qui est toujours là et qui veut toujours se remettre et qui veut toujours se mettre en compétition alors que je ne veux pas. Je sais que le problème vient de moi sur ça. Là, qu'est-ce qu'elle dira par la suite? Parce que pour le moment, depuis qu'elle a fait son annonce, elle n'a pas encore concrétisé la vidéo que Fugu a faite et les preuves que Fugu a fournies. Donc, qui est réellement jaloux des performances ou des statistiques de qui dans l'histoire? Oui, qu'elle nous explique, parce que là, moi, je ne comprends pas. Les preuves sont flagrantes, les preuves sont placardées en HD, hein. Bon, pas vraiment HD pour le coup, mais c'est placardé. Et Babou qui continue, tu pensais que tu allais avoir autant d'influence que lui, tu veux dire? Et Elidia qui répond, la pression, le jugement, le fait que je me mette en compétition avec Fugu, mon addiction aux stats. Honnêtement, je ne me reconnais plus. Je sais pas à qui en parler. Je veux pas trop saouler Max avec ça. Et elle répond, oui, ça m'est vraiment tombé dessus. C'était pas mon souhait à la base. Contrairement à Max où c'est ce qu'il voulait faire depuis petit. Déjà, quand vous vous mettez avec une meuf qui veut être en compétition avec vous, c'est pour aller où? En fait, de toute façon, Fugu n'était même pas au courant. C'est elle seule dans son coin qui a développé une espèce de compétition maladive, une jalousie maladive. Ton mec n'est pas censé être ton ennemi ou ton rival. Arrêtez, ce n'est pas productif. Faut vraiment arrêter. Et à Babouille de continuer, l'essentiel c'est ton bonheur avant tout. Toi, tu voudrais quoi? Qu'est-ce qui te pèse et que tu voudrais te débarrasser? Non, tu voudrais te débarrasser. Je pense déjà que si j'arrive à retirer les deux choses-là, je me sentirais beaucoup mieux. J'imagine la jalousie excessive ou du moins la comparaison excessive. Je pense que c'est ces deux-là. Et Babouille qui lui demande, tu as confiance en toi en général ou pas? Elle dit, quand je suis en live, je regarde tout le temps le nombre de viewers que j'ai, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Elle n'aurait pas dû juste sortir avec quelqu'un qui fait dans la même chose qu'elle. Elle avait le choix, je pense. Elle avait le choix. Et le pire, c'est que elle ne cesse de se comparer. Pourtant, qu'est-ce que Fugu faisait par la suite? Déjà, il lui remontait le moral par rapport à ses déprimes, par rapport à ses statistiques, etc. Deuxièmement, il n'arrêtait pas sans cesse de lui faire des raids, comme il lui a dit. Il partageait ses statistiques, il partageait son audience sur Twitch avec elle. Donc, tout le temps, il n'arrêtait pas de l'aider par rapport à ses statistiques. Mais elle en voulait toujours plus, elle n'était jamais satisfaite. Il va falloir fouiller au niveau de la compétence. Parce que je pense qu'en tant que femme, les femmes ont l'avantage qu'elles sont des femmes lorsqu'elles se lancent dans des métiers comme le stream. Je pense que vous l'avez déjà dit ici. Vous avez tellement d'avantages à être une femme, à être sur les réseaux. Voilà. Donc, c'est un problème de stats. Il ne faudrait pas chercher de midi à 14h. Toujours dans sa continuité de son obsession maladive par rapport aux stats, notamment, et à la notoriété de Fugu par rapport à elle, il n'a pas cessé de noter les remarques de jalousie par rapport au fait que lui avait énormément de caste et pas elle. Elle ne comprenait pas pourquoi lui, il avait ces opportunités-là, tandis qu'elle estimait les mériter plus. Parce que voilà, elle streamait Valorant depuis plus longtemps que lui, apparemment. Et donc, toujours parce qu'il essayait en quelque sorte de lui remonter le moral à chaque fois que lui, il avait des opportunités et elle, non. Fugu s'est débattu. En fait, il s'est débrouillé bec et ongle pour obtenir une place à Elidia pour l'événement. Donc, on voit là une capture où Fugu est en train de causer avec Sesco Agency, Théo de Sesco Agency, pour lui demander si, grosso modo, il peut gratter une place pour elle. Parce qu'il lui dit, l'agent d'Elidia demande quel contact t'as chez Riot, car on lui a confirmé qu'Elidia n'y était pas. Il y en a donc Théo qui dit que Elidia peut demander à Samuel de m'écrire pour qu'il puisse s'arranger en fait. Néanmoins, lorsqu'elle a été invitée, elle n'a même pas eu une once de remerciement. Elle s'est comportée de manière très insupportable, très irritable tout au long de l'événement. Et il a dit qu'elle passait son temps à réclamer que Fugu lui donne des castes sur sa propre chaîne Twitch, alors qu'il était prévu qu'ils le fassent tous les deux. Comme ça, les deux auraient pu profiter en fait de la notoriété que cet événement leur aurait apporté. Mais non, madame voulait tout pour elle. Il y en a donc là les captures de Fugu et de son pote ou de son monteur ou de son caméraman, je ne sais plus trop, Asso, qui discutent de l'attitude de Elidia par rapport à son comportement lors de cet événement-là. Il y a Fugu qui lui dit « Madrid, dis-toi, c'était même pas le pire. Les gars du Discord l'ont vu IRL à l'action. » Et son ami Asso de lui dire « Pourtant, Madrid, de mon point de vue, c'était déjà au-dessus de ce que je peux supporter. » Non, vraiment. En fait, Fugu, je sais pas. Je pense qu'il a été trop patient, beaucoup trop. J'en connais beaucoup qui n'auraient même pas supporté 3 semaines de ce genre de comportement. 3 semaines même, c'est beaucoup. 3 jours. Et il y a Fugu qui dit, j'aurais dû t'écouter quand on n'était que tous les 3 et qu'elle grattait pour avoir les castes en faisant les yeux doux. Rien que ça, c'était red flag à l'instant. L'incident de Madrid fait donc partie d'un des plus gros incidents, mais il y a eu tout un tas d'accrochages toxiques dans leur relation. Elle était jalouse des opportunités qu'il avait. Elle vivait dans une peur constante et permanente que Fugu ait raconté des bails sur elle, étant donné toutes les preuves qu'il avait contre elle.
Elle voulait que Fugu lui donne les meilleurs castes parce que selon elle, les castes qu'elle recevait n'étaient pas très pertinents au niveau viewer. Comme d'habitude, l'appât du gain, tout pour elle, rien pour les autres. Elle n'avait aucune reconnaissance par rapport à toutes les aides qu'elle a reçues de son copain. Elle faisait preuve d'une jalousie maladive extrême. Elle insultait les streameuses qui parlaient dans son chat. Et elle lui exigeait, elle lui imposait en fait de ne pas répondre. Carrément. Elle a supprimé des messages pendant et après la relation. Je pense qu'il y a les captures juste en bas. De comment elle a tout supprimé. Voilà. Il ne restait rien. On a l'impression en fait qu'il parle dans le vide. Mais étant donné qu'elle a tout supprimé, tout ce qui lui était préjudiciable, ça va être dur, vraiment. Il faudra vraiment du bon sens à ceux qui vont trancher l'affaire, de se rendre compte, et même à l'opinion publique en fait, de se rendre compte de tout ce qu'elle a mis en place pour se dédouaner et se blanchir en fait dans l'histoire. Là, c'est vraiment l'arc narratif en fait de toutes ces crises de jalousie, d'hystérie, où elle le suspectait à tort et à travers de le tromper, ou du moins de causer avec d'autres filles en dehors d'elle, parce qu'apparemment, il ne devait que... C'est terrible. Donc, quand on est en couple, on ne peut plus parler avec les gens, c'est ça. Et comme d'habitude, à chaque crise de nerfs, à chaque pétage de plomb, à chaque dispute, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle venait par derrière, fouiller son téléphone et supprimer l'entièreté des messages. Et il le dit même, supprime plus tes messages, frère, c'est un manque de respect. Elle était permanente en train de penser ou en train de croire qu'il allait utiliser ça contre elle à un moment donné, un jour. Sauf que ça, c'est ce qu'elle pensait faire. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'un bandit qui a peur de se faire voler, il n'y a qu'un voleur qui a peur de se faire voler. Donc, elle pensait à créer une situation et elle s'est dit que si elle le fait, c'est que probablement, ou alors si elle y pense, c'est que probablement lui, il y a déjà pensé. Donc, par derrière, elle venait masquer, camoufler tout ce qu'elle aurait pu dire de préjudiciable là concernant. Supprimer. Là, on a l'impression qu'il parle seul, tellement tout ce qu'il dit, parce que tout ce qu'elle a écrit, en fait, a été supprimé. Et il y a ce message vraiment qui prouve à quel point elle était, mais alors, jalouse de tout ce qui arrivait à Fugu. Elle lui dit, tu ne peux pas me reprocher d'être chiante alors que je suis au fond du trou et j'ai cette impression de ne pas exister pendant que toi tu profites. Profiter de quoi? Profiter de quoi? J'ai ce sentiment que tu penses même pas à moi. C'est pour ça que je suis chiante. C'est pour tout ça. De mon point de vue, la situation est dure mentalement. J'imagine qu'elle est en train de parler de tout ce qui arrive de bien en fait dans la carrière de Fugu. Mais comment elle peut dire que lui, il ne pense pas à elle avec toutes les choses qu'il fait pour la mettre en avant? Que ce soit faire des streams en commun, que ce soit, je ne sais pas, faire en sorte que les lives se passent sur sa chaîne, lui envoyer des raids, etc. Il fait de son mieux. Il a même tellement fait de son mieux que sur ses plateformes, elle a désormais même plus d'abonnés que lui. Alors de quoi se plaint-elle? Elle a 900 000 abonnés sur Twitch. Il n'en a que 700 000. Et même sur YouTube, si je ne me trompe pas, là, non, 700 000 par là et lui là, 600 000. Donc elle est au-dessus de lui. Pourquoi elle est autant gourmande? C'est quoi cette... je sais pas, c'est quoi ce besoin de tout posséder et rien pour les autres? Je ne comprends pas. C'est très malsain, hein, c'est très malsain. Comme là d'habitude, elle supprime les messages, elle supprime les messages, elle supprime les messages. Là, on a l'impression qu'il parle seul parce qu'elle supprime les messages. Et là, justement, c'est la partie où il parle de la fameuse vidéo où elle pète les plombs, dans une grosse crise de colère. Il l'a filmé parce que vraiment, c'était trop grave. Elle a fouillé son téléphone pour supprimer l'origine de la vidéo, sauf que par chance, il avait déjà fait des sauvegardes du pétage de plomb en fait. Et donc l'une des rares fois où Fugu a juste pété les plombs par rapport à toute leur dynamique vraiment très toxique et autres, c'est lorsqu'il y a eu un événement, le The Event 2024. D'ailleurs, elle a publié l'événement sur sa chaîne YouTube. Elle était invitée et lui ne l'était pas. Et donc, comme il l'a raconté dans l'histoire, il s'attendait à ce que elle, parce que c'est sa copine, parce qu'elle tient à lui, parce qu'elle aimerait bien le voir réussir également, enfin, autant que lui, il aimerait la voir réussir en tout cas, il s'attendait à ce que elle lui dégote une place à l'événement. Voilà, on peut pas mieux expliquer la situation. Sauf que ce qu'elle fait, c'est qu'elle esquive, elle ne répond pas. Et même quand Fugu passe par son pote Babouille, elle esquive, elle le laisse en vue. Parce que là, on voit carrément la capture. Il a écrit le 6 août par rapport au The Event pour mettre en guest Max au The Event. Tu vois ça avec Dash ou tu veux que je le DM lui-même? Et toi, on en a parlé sur son stream. Il a dit que si des gens veulent inviter, ils doivent demander à Dash. Pas de réponse. Le 9 août, il la relance. Tu as besoin que je fasse un truc pour toi ou pas? Silence. Genre, elle l'a laissé en vue carrément. Waouh,
C'est phénoménal. Mais non, ce qu'elle fait, c'est qu'elle continue à l'ignorer. Elle ne répond pas et elle dit que ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas été invité. Donc, il devrait arrêter d'insister. Oui, une manière très, entre guillemets, polie, parce que c'était pas très poli, selon moi, de lui dire que, ouais, c'est pas de ma faute, ne t'en remets pas à moi, débrouille-toi si tu veux être invité, ne me mêle pas ça. C'est donc là où il pète les plans et il la menace de dévoiler leur relation parce que jusqu'à présent, c'est même une chose que j'ai même oublié de dire dès le départ. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas encore dévoilé leur relation parce qu'elle n'assumait pas la relation, parce qu'elle voulait profiter de tous les avantages que ça lui donnait d'être célibataire et d'être désirée par le public et même par tous ses autres collègues en fait du streaming. Et donc, étant donné qu'il la menace, elle pète les plombs, elle s'énerve, elle se met à hurler, à frapper. Et c'est donc là qu'elle s'en va faire du 1v1 avec la vitre qui, au passage, n'a rien demandé. Pauvre vitre qui n'a rien demandé, qui se retrouve à prendre des coups gratuit comme ça sur un coup de colère d'une, on va dire quoi, d'une fille capricieuse. C'est donc après tous ces événements, que ce soit l'événement où elle frappe, elle a un 1v1 en fait avec la vitre, et le deuxième où elle crée un incident au beau milieu de l'autoroute et après elle s'enfuit par se cacher derrière un arbre, je sais plus trop, qu'il prend dans la décision en fait de se séparer physiquement, mais pas encore de rompre, voilà, relationnellement. Il décide de se séparer physiquement et là, il lui fait un long message où il lui dit « Je reste avec toi, mais physiquement, je ne veux plus vivre dans la même maison. Ça m'est devenu insupportable. Je me suis beaucoup battue pour la relation et j'ai tout fait pour toi. En plus de te mettre sur un piédestal, j'ai mis ma propre carrière en déclin pour que la tienne avance. J'ai rarement eu grand-chose en retour. » Ce qui s'est passé au KCX4, c'est la goutte qui a fait juste déborder le vase. J'ai même pardonné, mais il y a une partie de moi qui s'est effondrée et une haine envers toi s'est créée petit à petit. J'ai peur de ce que tu es en train de faire à ma vie. J'avais beaucoup d'ambition et j'ai stagné au plus haut point alors que j'aurais pu tout prendre pour moi. Je regrette la grande majorité de mes choix aujourd'hui et je veux pas pour autant te voir pleurer. Je veux juste que tu me laisses tranquille pour que je puisse rattraper tout ce que j'aurais pu faire depuis le début. Je ne veux plus t'avoir dans mes pattes, je ne veux plus avoir à me préoccuper de ton comportement et de tes crises de nerfs. Complètement logique, c'est-à-dire complètement d'accord. Et donc, après leur déménagement, après leur éloignement physique, la phase violente, vraiment virulente de jalousie a vraiment commencé. Au moindre quart d'heure ou demi-heure que lui, il fait sans lui répondre, elle pète un plan et elle pense direct en fait que Fugu la trompe. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Là, on voit bien qu'elle l'a appelé, etc. à plusieurs reprises. Et il lui dit, je suis en tournage. T'as un souci? Tout va bien? Non, ça va pas, dis-moi. Je suis encore en tournage, je peux pas trop prendre mon tel. Depuis le début, tu m'as menti, je suis au courant de ce que t'as fait. Mais faire quoi? C'est ce qu'elle demande. Un appel vocal de 19 minutes s'ensuit. Déjà, elle l'insulte, hein, la fameuse loupiote de grosse P. Et elle glisse en disant que ouais, tu es là, tu enjoy, et puis moi... je suis là, je pense que je suis enceinte, etc. Il lui demande donc naturellement d'aller à la pharmacie, d'acheter un test, en fait, d'aller à la pharmacie. Et là, on voit donc où il se plaint que ça a été très irrespectueux de sa part d'appeler loupiote de cette manière, voilà. Pour la simple et unique raison que pendant le live qu'ils ont fait ensemble, loupiote paraissait un peu trop proche de Fugu, voilà. Et là, elle lui dit non, que c'est parce que elle sait que loupiote ne l'aime pas. C'est pour ça qu'elle pique des crises de colère. Parce que, apparemment, cette dernière essaierait de fricoter avec Fugu. En fait, c'est chelou. Ces tournures de phrases sont tellement bizarres. C'est-à-dire, ces tournures de jalousie, ces tournures de colère. Ça démarre sur un rien et sur des trucs infondés. Et tu te demandes, mais à quel moment j'ai laissé paraître quoi que ce soit dans cette situation ou alors dans cette interaction? Jamais rien, mais elle démarrait juste au quart de tour pour l'accuser de choses qu'il n'avait pas faites. Et bien sûr, lorsqu'elle fait ses crises de nerfs et que lui, il en a marre à un moment donné, il ne marche plus, elle fait encore une crise de nerfs pour dire « Ouais, non mais tu n'es pas revenu en fait me supplier, tu n'as pas cherché à me récupérer, etc. » Mais il va falloir, soit c'est avec, soit c'est sans. On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, le boutiquier, la fille du boutiquier, la maison du boutiquier. Ah, à un moment donné, il faut laisser. Après donc, la crise de colère où lui annonce dans la foulée que ouais, c'est parce qu'elle était enceinte, enfin du moins, qu'elle soupçonnait qu'elle était enceinte. Il a insisté pour que cette dernière fasse un test de grossesse. Quand je dis insister, c'est pas petit, il a insisté tous les jours pendant des semaines, je pense, où elle ne faisait que tourner, esquiver, et elle ne répondait pas visiblement à la préoccupation, parce que lui, sa préoccupation, c'était de savoir si oui ou non, il y a grossesse ou pas. Mais non, elle esquivait, et il a donc dit, forcément, il y a anguille sous roche, ça veut dire qu'elle ment.
Ça veut dire qu'elle me faisait encore quoi? Un énième scénario indien pour, voilà, ramener l'attention sur elle et montrer à quel point elle souffre, etc. Bon, là, on a encore plein de captures d'écran avec des messages supprimés. Elle a vraiment nettoyé derrière elle. Hein. Elle n'a même pas laissé une once de soupçon, de doute de quoi que ce soit. Le principal axe de leur conversation en général, c'était le fait que, entre guillemets, ils s'étaient pardonnés mutuellement. Et donc, dans cette capture, on la voit principalement insister sur ces détails-là. Elle dit « J'ai beaucoup réfléchi au cours de ces derniers jours et je suis venue à la conclusion que je ne veux pas être en mauvais termes avec toi. Je déteste cette idée en fait. Tu as été là quand j'en avais besoin. J'ai essayé d'être là pour toi quand j'en avais besoin. Malheureusement, on n'est pas parfait, mais pas grave à notre relation. Je pense avoir beaucoup appris. » Et elle continue. « Oui, je sais, viens, on reste en bons termes. Je dis rien sur toi, tu dis rien sur moi. » Maxime qui répond « C'est un peu nul comme démarche. Tu me contactes juste par intérêt de pas se foutre sur la gueule plus tard. » Et justement, ça se sent qu'elle ne faisait que le contacter, qu'elle ne faisait que lui écrire par rapport à ce détail-là qu'elle voulait clarifier à chaque fois. Que non, ne dis rien sur moi parce que je ne dirai rien sur toi, etc. En fait, elle voulait vraiment pas que ces choses explosent. En fait, non. Elle voulait pas que ces choses explosent de la bouche de Maxime. Parce qu'elle savait que si lui, il parlait de leur relation, ça se saurait en fait quelle était la personne toxique de la relation. Mais vu qu'elle s'est assurée déjà de tout supprimer, tout ce qui était préjudiciable, enfin de la majeure partie en tout cas, de supprimer tout ce qui était préjudiciable de leur relation, c'est pour ça qu'elle s'est dit qu'elle serait la première à frapper et à dire que c'est elle la victime dans l'histoire. Et donc, lorsque les fausses rumeurs ont commencé à franchement se propager, elle dit qu'elle se faisait harceler parce qu'il lui envoyait, il lui écrivait constamment. Là, on voit comment il lui envoie une série de mèmes, une série de gifs. Mais tout ce qu'il essayait de faire lorsqu'on prête un peu attention, c'est qu'il essayait tout simplement de prendre de ses nouvelles, mais elle ne répondait pas. Donc, j'imagine qu'il a essayé de jouer, de faire le comique en fait, dans cette situation pour essayer d'attirer, je ne sais pas, le moindre intérêt. Mais visiblement, elle avait déjà enclenché la phase rumeur et la phase était en train de bien se passer jusqu'à un moment donné, il lui dit que je me persuade que tu n'as pas pu faire ça, Célia. Donc, Elidia. Je n'arrive pas à y croire, je suis sûre qu'il y a une explication derrière tout ça. Il essaie de l'appeler, il essaie de lui écrire en vain, elle le laisse en vue. Genre, elle lit les messages, mais elle ne répond pas. Il continue en disant, Célia, ce que tu fais, c'est pas cool du tout. Pourquoi tu cherches à me nuire après l'appel qu'on a eu, où tu m'as dit que tu voulais mon bien et que tu voulais me voir réussir et qu'on devrait arrêter tout en restant en bons termes. J'aurais jamais osé faire quelque chose comme ça. Et ça me brise le cœur de me dire que même après plusieurs mois, tu cherches à me détruire par pure volonté de vengeance. Mais dans quel but? Bonne question. Dans quel but, Célia? Alors qu'elle avait fait des promesses à n'en plus finir, qu'on ne va pas essayer de se détruire. Elle veut qu'ils soient matures ensemble. Comme si lui, il avait des problèmes de maturité depuis le départ. On voit très bien que c'est elle qui a des problèmes de maturité depuis ses crises de jalousie, ses crises d'hystérie par rapport à sa jalousie permanente par rapport à ses stats ou par rapport aux filles qui l'entourent. On se demande bien c'est qui l'immature dans la situation. Vraiment, pour quelqu'un qui est coupable, je trouve que sa défense est assez solide. Il a pratiquement des preuves ou alors des captures qui démentent toutes les accusations, presque toutes les accusations dont il fait l'objet. Jusqu'à présent, malgré la vidéo qu'il a postée déjà il y a 3 jours, parce que c'était le 19, plus aucune nouvelle de Célia. Ce serait intéressant si elle pouvait proposer quelque chose au public déjà pour que nous puissions la croire si jamais ce qu'elle dit c'est la réalité. C'est la vérité en tout cas. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, le document avec toutes les preuves se retrouve dans le commentaire épinglé de sa vidéo. Voilà. Pour le moment, c'est celui qui en dira plus qui convaincra l'opinion publique. Du moins, j'espère que l'opinion publique pensera de cette manière. Parce que c'est bien beau de faire des déclarations, mais sans preuve, ça ne pèse pas vraiment dans la balance. Donc, on va conclure avec cette vidéo. On verra s'il y a de nouveaux événements, de nouveaux rebondissements. S'il y en a, je compte bien en faire de nouvelles vidéos. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.